Voilà, on a écouté Christophe Castaner il y a quelques instants. On a largement commenté ses propos. Parmi les grandes lignes, il s'est exprimé donc sur l'affaire de Nantes et Steve. On a retenu qu'il n'y aurait pas d'interdiction formelle, contrairement à ce qu'on avait pu croire hier soir, de se rassembler à Nantes, mais que ce rassemblement serait encadré. Et puis qu'il y avait aussi, et ça méritera peut-être d'autres analyses, d'éventuelles émeutes urbaines. C'est ce qu'a dit le Premier ministre, qui pouvait avoir lieu. L'exécutif est donc sur le pont. On va parler de ces attaques de permanence de députés, principalement La République En Marche, alors il y a des Black Blocs, il y a des anarchistes, mais il y a aussi des agriculteurs. Nous sommes avec Damien Groffin de la FNSEA. Bonjour et merci d'avoir patienté aussi, puisqu'on attendait donc la prise de parole du ministre de l'Intérieur. Déjà, on aimerait savoir, parce que ce dossier CETA, pour être tout à fait honnête, on ne s'y est pas forcément intéressé avant. Au moment du vote, on s'y intéresse maintenant. Mais est-ce que le monde agricole est unanime à condamner ce CETA et donc ce vote à l'Assemblée nationale ? Très bien, bonjour à tous. En fait, sur cette question du CETA, la première chose qu'on peut rappeler, c'est qu'effectivement, le monde agricole est très attaché à la notion d'export. On importe bien du blé en France, donc on est tout à fait enclin à ce qu'il y ait un certain nombre de produits qui puissent rentrer sur notre territoire. Le sujet mérite quand même d'être posé avant de rentrer dans la polémique du moment concernant finalement les permanences parlementaires. Et vous l'avez rappelé, ces permanences parlementaires sont parfois montrées du doigt par le monde agricole, mais pas uniquement. En fait, le monde agricole ne sont pas des terroristes, les agriculteurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a un profond malaise en matière agricole et que, à travers ces revendications sur le CETA, c'est tout le malaise d'une profession qui va de l'élevage aux producteurs de betteraves, qui s'expriment à travers ce mécontentement suite, et je le rappelle, à finalement un vote qui s'est manifesté à l'Assemblée nationale. C'est probablement une des dispositions les moins bien votées depuis le début du quinquennat. Donc vous nous dites, ce traité, ce vote, ça sert en quelque sorte d'exutoire au malaise du monde agricole en ce moment. Je pense qu'aujourd'hui, le combat, en tout cas par rapport aux normes que des produits qui vont rentrer sur notre territoire, nous paraît en tout cas juste et paraît aux consommateurs particulièrement juste, puisqu'en fait, on va faire rentrer sur le territoire des produits qui ne respectent pas les normes que l'on impose à l'agriculteur, et à l'agriculture française. Donc précisément, ce totem finalement du CETA représente tout ce que notre organisation, mais le monde agricole plus globalement, finalement dénonce depuis le début de ce quinquennat autour de la question « n'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas ». Un dernier mot sur ces permanences donc, qui sont visées. Qu'est-ce que vous dites ? On l'a déjà fait par le passé. On se souvient des préfectures, des conseils régionaux, généraux, où là, on va peut-être un petit peu loin en s'en prenant. Et c'est nouveau, aux députés, aux permanences de députés. Avant, c'était plutôt les symboles. C'était la préfecture, le conseil régional. Oui, si vous voulez, aujourd'hui, avec l'arrivée des députés de La République En Marche, on a des personnages qui sont complètement hors sol, qui sont très éloignés des problématiques des territoires ruraux, très éloignés des problématiques des agriculteurs. Donc c'est extrêmement difficile, ne serait-ce que d'entrer en contact avec ces gens-là, qui prennent un certain nombre de décisions aujourd'hui qui ne vont pas dans le sens du consommateur, qui ne vont pas finalement dire la vérité aux Français. Donc c'est vrai que ces attaques qu'on peut qualifier effectivement pour certaines d'inadmissibles. En tout cas, nous, on l'a vécu ici en Île-de-France dans le cadre de mes responsabilités à travers le dossier de la redevance pollution diffuse. Quand vous apportez de la paille et que vous stickez finalement la vitrine de ces permanences parlementaires, vous avez ces mêmes députés qui crient au loup et qui parlent de saccage, qui prennent. Voilà. Je pense que les mots aujourd'hui, par rapport aux actes qui sont posés, doivent être pris en responsabilité. Ce qui se passe, en tout cas, d'un point de vue de la FNSEA aujourd'hui, il n'y a rien véritablement de dramatique quand on apporte de la paille, quand on stick, si vous voulez, avec un message très clair, les choses. Voilà, on ne parle pas de dégradation, d'incendie. En tout cas, nous, on est sur un message de revendication de ce type-là.
Merci beaucoup pour cette réaction, Damien Greffin. Là, je vais m'adresser directement à vous. Alors, je rappelle que vous êtes en Seine-et-Marne. C'est un grand département agricole. C'est plutôt des grandes exploitations que l'on trouve en Seine-et-Marne. Vous êtes MoDem, je le rappelle, mais député République En Marche, un petit peu hors sol. Non, je ne crois pas. D'abord, il faut pas généraliser sur, en tous les cas, ce que nous sommes, nous, à la fois députés LRM et députés Mouvement démocrate. Moi, j'habite à Mélin, j'y suis née, donc je ne peux pas être hors sol. J'ai déjà été élue régionale, élue municipale, et j'ai travaillé dans la fonction publique territoriale. Donc, à un moment donné, non, on n'est pas hors sol. C'est comme si je disais que les agriculteurs utilisaient tous le glyphosate. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je crois que effectivement, il y a eu un renouvellement politique avec des personnes qui arrivent de la société civile, et je crois que ça a fait. Il y a eu peut-être un aspect qu'on peut regretter, peut-être négatif, je ne sais pas. Et encore, il faudrait le prouver. Et il y a des choses qui sont très positives, notamment avec beaucoup plus de femmes qui sont arrivées à l'Assemblée nationale. Donc non, nous ne sommes pas hors sol. Nous avons des contacts avec les agriculteurs. Moi, dans ma circonscription, qui est à la fois urbaine et à la fois rurale, on a des contacts, on se rencontre, on n'est pas forcément d'accord, on se respecte. Et pour autant, moi, je déplore l'action, en tous les cas aujourd'hui, de la FDSEA, la FNSEA, de déverser ce type de fumier devant les permanences. Mais ce qu'ils disent un peu, ils viennent de le dire, ça, c'est pas nouveau en fait. Non, c'est pas nouveau. C'est vrai que c'était peut-être un petit peu. Oui. C'était plutôt les préfectures avant. Oui, c'était plutôt les préfectures. Et pour autant, si on fait l'analyse du CETA et aujourd'hui, il faudrait regarder filière par filière, parce que les filières porcines, aujourd'hui, vous ne les entendez pas. Les filières fromagères, laitières, vous ne les entendez pas non plus. Donc tout n'est pas négatif dans ce qui a été voté dans le CETA. Il y a un suivi effectivement des filières sensibles, notamment les filières bovines. À un moment donné, je crois que c'est un peu excessif. Qu'ils soient mécontents, c'est une chose, mais je crois que nous sommes tous accessibles, on a la possibilité de nous rencontrer, on est sollicité, on répond, et je crois que la réponse qu'ils nous proposent n'est pas franchement adaptée. Alors on va continuer d'en parler. Je vous propose d'écouter la réponse à une question toute simple. Si vous aviez été député à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous auriez fait? Cette question, elle a été posée ce matin à Sylvain Maillard. Alors c'est un ancien syndicaliste agricole qui a été élu député européen sur la liste de La République En Marche. Réponse. Oui, nous nous sentons en danger. Je vous le dis très clairement. Ce qui se passe, c'est que les élus sont attaqués aussi à leur domicile. C'est beaucoup moins public. Beaucoup d'entre nous décident de ne pas en parler. Pourquoi? Parce qu'on a des familles... Vous en avez été victime? Moi, j'ai décidé de ne pas en parler. Les permanences sont des espaces de dialogue. C'est là où on reçoit... justement, il y a un dialogue entre le député et n'importe quel citoyen. Le casser, ce dialogue-là, je peux dire que j'ai eu la chance de ne pas être dans l'hémicycle français au moment de voter le CETA, parce que je pense que j'aurais voté contre. Quand à la fois on demande aux agriculteurs de faire, à juste titre, encore plus en matière d'environnement, encore plus en matière de bien-être animal, et qu'à côté de ça, on signe des accords avec des pays où quand même la vision de l'agriculture et de l'alimentation et de toutes ces questions environnementales est un peu différente, je pense qu'il y a de quoi ne pas rassurer les agriculteurs. Voilà, une petite erreur. Sylvain Maillard, lui, est député LRM de Paris. Il répondait à une question sur les permanences attaquées. Là, ce qui était intéressant, c'est d'écouter, donc, c'est Jérémy Deserre. On l'a entendu quand il était responsable agricole. Il est donc, depuis le mois de juin, député européen, élu sur la liste République En Marche. On a compris sa réponse. Est-ce qu'il n'y a pas des lignes de fracture qui commencent à apparaître au sein de la majorité ? Parce qu'on rappelle qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu 9 voix contre et 52 abstentions. Dans le... Qu'est-ce que vous avez voté, vous, d'ailleurs ? Moi, j'ai voté pour. D'accord. J'ai voté pour, mais dans le groupe Mouvement démocrate, il y a eu un peu de tout, ouais. Il y a eu trois votes contre et des abstentions, et en majorité des votes pour. Voilà, donc oui. Et là, c'est une ligne de fracture qui commence à apparaître ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit une ligne de fracture. Non, c'est la liberté de conscience, je pense, tout simplement. Les gens, certains parlementaires ont pensé d'une certaine façon, d'autres différemment, et c'est tout à leur honneur, quel qu'il soit, qu'ils aient voté pour ou qu'ils aient voté contre, c'est surtout de l'avoir fait en conscience. C'est bien ça le plus important. Sur le CETA, on se rend bien compte quand même qu'il faut pas banaliser non plus. Ces dépôts de fumier, le fait de murer, par exemple, une permanence, c'est un petit peu l'inverse de ce que doit être de ce qu'est un député ou un élu, tout simplement. D'ailleurs, un élu de la République, il est là pour recevoir. J'essaie de faire mon possible pour
pas refuser le moindre rendez-vous, le moindre appel téléphonique par principe, justement parce que c'est par l'échange qu'on peut arriver. On peut ne pas tomber d'accord, ça c'est tout à fait possible, mais au moins pouvoir échanger. Et je ne suis pas sûr qu'en murant, on montre un signe justement d'une volonté de vouloir échanger avec les parlementaires. Oui, enfin, je comprends pour autant la situation et surtout l'inquiétude de ces agriculteurs à qui on demande des efforts depuis des décennies, à qui on impose des normes de plus en plus drastiques et qui du jour au lendemain s'aperçoivent que finalement il y a quand même des produits qui vont arriver en France et qui ne sont pas du tout soumis aux mêmes règles. C'est compliqué pour ceux qui s'endettent parfois sur de très nombreuses années, qui ont des revenus qui sont très en deçà de ce qu'ils pourraient y espérer en tout cas. Je trouve que ils sont dans une situation, il y a un moment donné, vous savez, ces crises, elles tombent parce que justement, on ne prend pas conscience suffisamment tôt et on ne trouve pas ces solutions. Et là, je pense que, encore une fois, c'est quelque chose qui s'est fait certainement avec pas assez d'écoute, justement, des principaux concernés. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Marie Villain, je crois qu'il y a un vrai problème de démocratie à travers cette question du vote sur le CETA et des conséquences sur les permanences des députés de la République En Marche. Effectivement, on peut déplorer qu'on en arrive à ces situations, même si, vous l'avez rappelé, c'est une forme d'action syndicale qui n'est pas nouvelle. Et si je note également que du côté du gouvernement, on s'emploie à manier des mots qui ne sont pas proportionnés à la situation, puisque le ministre a parlé à propos du saccage, du vandalisme d'une de ces permanences, d'attentats. Quelle injure faite aux victimes des vrais attentats à travers ces propos, mais il est coutumier du fait. Moi, je pense que ce qui pose problème, c'est, vous parliez de dialogue. Effectivement, les élus doivent, de quelque bord qu'ils soient, doivent être respectés. Et les élus, évidemment, cherchent à être à l'écoute de nos concitoyens. Simplement, dans cette affaire précise de signature des accords de libre-échange, c'est qu'il n'y a pas eu en amont de concertation avec les organisations syndicales. Tout s'est fait dans le plus grand secret. Il a fallu des mobilisations de la part des acteurs du mouvement social, notamment d'Attaque, pour qu'on puisse parler de ces sujets, qu'on puisse les médiatiser, parce que tout était fait pour que ça se passe en deçà des radars. Et c'est ce déni de démocratie qui pose véritablement problème. Qui pose problème parce que c'est l'avenir de notre agriculture qui est en jeu. Enfin, je crois que le député de La République En Marche, qui vient de s'exprimer, il a tout dit. Il a tout dit. Ce que veulent nos agriculteurs. Moi, je suis un élu d'un département rural, le département de l'Eure. J'écoute évidemment mes amis agriculteurs autour de moi. Ils ne sont pas forcément, évidemment, de ma sensibilité politique, mais tous ont à la bouche les mêmes mots et en tête les mêmes inquiétudes. C'est qu'on leur demande, en clair, de se mettre sur la ligne de départ pour courir un 100 mètres dans la mondialisation, soit avec un sac à dos rempli de 30 kilos de pierre ou 2 haltères au pied. Donc les règles du jeu sont complètement pipotées, et tout ça a été concocté dans l'entre-soi et dans les milieux d'affaires. Pas seulement l'entre-soi, parce que... Et après, vous répondrez, oui. Tout cela a été voté d'abord au Parlement européen. Parce que le CETA, ça n'est pas seulement un traité entre la France, d'une part, le Canada, de l'autre. Ça a été négocié par l'Europe, déjà. Ça a été négocié par... Oui, mais c'est cela qui est complètement fou. Complètement fou. Parce qu'au départ, qu'est-ce que c'est que l'Europe ? C'est une union douanière entre des pays qui ont à peu près les mêmes niveaux de vie, à l'exception du sud de l'Italie au départ, mais les mêmes niveaux de protection sociale, les mêmes règles, qui adoptent les mêmes règles, les mêmes normes d'hygiène, de sécurité, d'environnement, etc. Et alors là, évidemment, on supprime les droits de douane, on instaure le libre-échange entre ces pays, en sachant qu'il y aura ici des inconvénients, là des avantages,
et notamment celui d'un plus grand marché. Mais ceci supposait que ce marché soit raisonnablement protégé à sa périphérie et qu'il ne soit pas évidemment ouvert à tous les vents. Or, depuis des dizaines d'années, que fait Bruxelles, que fait la majorité du Parlement européen? Eh bien, elle ouvre cet espace à la concurrence de pays qui n'ont ni les mêmes normes, ni les mêmes règles, ni les mêmes charges, ni les mêmes contraintes que le nôtre. Et je crois que c'est cela le clivage dont vous parliez. Le clivage, il est aujourd'hui entre les défenseurs des identités culturelles, nationales, etc., d'une part, et d'autre part, un mondialisme dont on voit bien qu'il n'apporte pas la prospérité, qu'il n'apporte pas le bonheur, qu'il n'apporte pas l'équilibre dans la société. Et vous parliez des clivages à l'intérieur des familles politiques. Je condamne les violences ou les tentatives d'intimidation contre les permanences de députés, même si ce sont mes adversaires politiques, et même si je pense qu'ils ont pris de très mauvaises décisions, parce que ces violences sont évidemment contraires à la démocratie. Mais en ce qui concerne les clivages, il faudrait peut-être aussi mettre en cause la responsabilité, par exemple, de mouvements comme les Républicains. Pas simplement le parti gouvernemental, La République En Marche. Parce que les Républicains, anciennement RPR, UDF, qu'ont-ils fait? Mais à l'Europe, pour autant que je m'en souvienne, ils ont voté cela. Alors une fois dans l'opposition, parce qu'à l'Europe, ils étaient dans la majorité, et ils étaient d'accord avec les socialistes, etc. Bon, une fois dans l'opposition au Parlement national, à l'Assemblée nationale, ils votent contre. Ça n'est pas quand même un modèle de cohérence. À la limite, une personne de leur rang comme Mme Le Grip est plus cohérente. Elle a voté pour à l'Europe. Arrivée à l'Assemblée nationale, elle a voté pour aussi. Je crois que l'opposition manque totalement de cohérence dans ce domaine. Veuillez m'excuser, à part celle du premier parti de France, c'est-à-dire celui que j'ai l'honneur de représenter ici. Le Rassemblement national, donc. Alors, Aude Lucas, pas de concertation, manque de concertation. On va rappeler que ça a été très long quand même, les négociations, que c'est l'Europe qui l'a négocié et pas. Oui, il faut juste rappeler que ça fait. Donc, est-ce que c'est facile de faire la concertation dans ces conditions? La question, alors moi je retiens pas je remets un peu en cause l'aspect de déni de démocratie. Je trouve que c'est un petit peu excessif concernant justement ce traité. Je crois qu'il faut rappeler que ça fait pratiquement 2 ans qu'on est sur une période transitoire concernant le CETA, que ça a été mis en place sous la présidence de François Hollande, que ça a été poursuivi par Nicolas Sarkozy. Il faut revenir aussi sur l'hypocrisie justement à la fois du Parti socialiste. Emmanuel Macron, vous voulez dire. Le Parti socialiste. À chaque fois, je veux dire, de toute façon, Emmanuel Macron, il est partout. Donc, c'est vrai qu'il était aussi avec François Hollande, quand même. Oui, mais vous savez, on a beaucoup de gens du Parti socialiste qui sont aujourd'hui à LRM, et on a beaucoup de gens en tous les cas, de la droite qui sont aussi revenus vers la République En Marche. Donc, la question, elle n'est pas là. C'est qu'à un moment donné, le Parti socialiste, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, a voté contre le CETA. Effectivement, les députés LR, comme vous l'avez dit, M. Golnisch, ont voté contre le CETA, alors qu'effectivement, ça a été mis en place pendant 2 ans. Il y a eu un travail d'évaluation, un travail de transparence, il y a eu une commission d'experts, il y a eu des études d'impact qui ont été demandées notamment par la présidente des Affaires étrangères, qui est Marielle de Sarnez et qui fait partie du mouvement démocrate et qui était aussi députée européenne. Il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place pour qu'on soit sur la protection des normes sanitaires et environnementales de notre pays et de l'Union européenne. Les farines animales, on ne peut pas importer des farines animales lorsque les viandes bovines qui sont issues justement de la nourriture de farines animales. Ça, c'est interdit au sein de l'Union européenne. Comment va-t-on contrôler? Alors, et après, sur l'OGM, que ce soit avec ou sans le CETA, de toute façon, là aussi, c'est interdit. Mais quel moyen va-t-on mettre pour contrôler? La réglementation est la même. Aujourd'hui, il va y avoir un suivi de l'application, et c'est la première fois dans le cadre d'un accord commercial qu'il va y avoir un suivi justement de l'application, notamment sur les filières sensibles et notamment sur les filières bovines. Donc de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'échange, qu'il n'y a pas qu'on l'a fait en petit coin, etc., qu'on s'est fait ça tout seul, etc., je ne crois pas. Il n'y a jamais eu autant de discussions, d'auditions au niveau de l'Assemblée nationale pour avancer sur les études d'impact, et je crois que ça c'est important. La commission Schubert, c'est quand même une commission de personnalités indépendantes qui ont pu évaluer les conséquences à la fois sur la santé et sur l'environnement que pose le CETA.
Bon, n'empêche qu'on le voit. La liste est longue des dossiers chauds, comme l'on dit, pour la rentrée. Il y a le CETA, on vient d'en parler longuement. Il y a également l'assurance chômage. Les décrets sont sortis, mais c'est en novembre seulement que vraiment ça rentrera en application. Il y a le début des concertations sur la réforme des retraites. Il y a la PMA, pour ne citer que ces dossiers. Est-ce que le plus dur n'est pas devant vous pour le gouvernement, pour la majorité? On se souvient de ce que disait Emmanuel Macron. Voilà, on en revient toujours à lui, c'est ça. À Bormes-les-Mimosas, c'était ce week-end. Je ne crois pas du tout que ce qui a, à un moment, créé la colère sincère d'une partie de la population soit derrière nous. Je pense qu'il y a une partie à laquelle nous avons su répondre. Il y a une partie à laquelle nous n'avons pas encore répondu parce que ça prend du temps. Il y a aussi une colère à laquelle il n'y a pas forcément de réponse immédiate. Mais moi, je continue à être à la tâche et vigilant parce que je ne pense pas du tout que ce soit derrière nous. Il y a une aspiration à un sens profond dans notre pays. Et on ne l'a pas encore trouvé. Donc, je ne pense pas que ce soit derrière nous. Je le dis avec beaucoup de détermination et d'humilité. Bon voilà, le plus dur est à venir. Rapide commentaire avant le tour de table. Vous attendez quand même à mois de septembre, octobre, compliqué non, ou bien enfin, non je crois qu'on a pris un rythme depuis 2 ans qui est assez important. On est sur un cycle de réforme. Le président a été élu sur un programme, nous avons été élus aussi sur un programme, donc on l'applique. Et effectivement, après, ça reste parfois un peu compliqué. On a besoin d'être dans la pédagogie. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure de la difficulté des dialogues, je crois qu'aujourd'hui, moi j'ai mené en gros 150 réunions sur l'année pour expliquer, pour rencontrer des habitants, des associations, des chefs d'entreprise, enfin pour toutes les personnes. On n'est pas hors sol puisqu'on rencontre quand même ceux qui vivent sur nos territoires et qui ne sont pas forcément d'accord avec nous. Avec nous, on l'a déjà dit, il y a des lois qui sont importantes, on a des réflexions à mener sur la loi bioéthique, on revient sur la loi mobilité en deuxième lecture dès le 2 septembre, donc il y a effectivement, on poursuit en tous les cas sur ce sur quoi nous avons été élus. Sans écueil, donc vous la voyez comment, vous, cette rentrée? Ce qui m'intéresse surtout, c'est la rentrée. Ça va être dans le mar de café, pour un maire comme de banlieue proche de Paris, l'essentiel c'est que tous les enfants puissent aller à l'école correctement, qu'on puisse organiser les classes de CP de CE1 correctement pour qu'on puisse les dédoubler. C'est ça aussi notre rentrée à nous, elle est très quotidienne et elle est très pratique, et c'est ça qui nous intéresse le plus. Pour autant, c'est vrai que au niveau national, on a quand même de grandes inquiétudes parce qu'il y a beaucoup de sujets, mais comme on sait que les ministres vont pouvoir partir pendant au moins 3 semaines en vacances, on est persuadé qu'ils ne pourront faire que mieux à la rentrée. Bruno Gollnisch, je crois que les indicateurs restent au rouge. Il y a des sujets dont on ne parle plus, mais ça continue. L'immigration massive est toujours aussi incontrôlée. Les statistiques de la criminalité sont très mauvaises. Les Français se rendent compte qu'on leur reprend d'une main ce qu'on leur a accordé parcimonieusement de l'autre après des mois de manifestations, par exemple avec cette hausse de 6% des tarifs de l'électricité. Donc je pense que là, oui, je pense que le moral des Français, ils sont partis en vacances et je leur souhaite d'oublier un petit peu tout ça pendant leurs vacances, mais je pense que le réveil va être assez dur. Et c'est intéressant d'un département où on sait que les Gilets jaunes occupaient des ronds-points, notamment dans des départements comme le vôtre. Vous les sentez revenir ou non? Le grand débat est passé par là, une page a été tournée? Justement, le grand débat est passé par là et le bilan qu'on peut faire quelques mois après, c'est que la situation est revenue au point de départ du mois de novembre 2017. Si ce n'est quelques miettes qui ont été distribuées pour calmer, apaiser momentanément la colère, mais on n'a pas répondu au fond aux préoccupations des Français et aux besoins de changements profonds qui se sont exprimés pendant ces mobilisations citoyennes de Gilets jaunes, mis à part les casseurs professionnels qui se sont mêlés au cortège. Et surtout, lors de ces centaines de débats qui ont eu lieu un peu partout sur le territoire, où nos concitoyens ont pu exprimer ce qu'ils avaient vraiment sur le cœur. Et on le voit sur la question des retraites. Les retraités actuels ont été maltraités depuis le début de ce quinquennat et on prévoit de maltraiter également les retraités futurs, puisque même si on n'a pas forcément tous les éléments
pour vraiment se faire une idée de ce que sera ce futur système qu'on nous vend comme miraculeux. On a quand même suffisamment d'éléments dans le rapport de Levoy pour être très inquiet sur le niveau de pension des futurs retraités. Il faudra qu'ils choisissent, ça sera une sorte de rente viagère, il faudra qu'ils choisissent entre le niveau de pension au ras des pâquerettes ou alors un allongement considérable de la durée des cotisations. D'ailleurs, les quelques simulations qui ont été ajoutées à la va-vite en annexe du rapport de Levoy sont complètement bidonnés et bipotées. On nous annonce la concertation avec les syndicats et un débat à l'Assemblée nationale. En tout cas, la rentrée, ce qui est sûr, c'est que la rentrée sera chaude sur ce sujet comme sur d'autres d'ailleurs. Je pense évidemment aux urgences. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais mouvement s'étend, 213 services en grève. Les services publics, effectivement, sont au cœur de la mobilisation que nous aurons à cœur de mettre en place à la rentrée. Alors, on va avancer, on va changer de thème et on va s'interroger. Est-ce l'arrogance ? Allez, on y va. De l'intouchable. Question à propos du géant américain Amazon. On se souvient de cette déclaration de Bruno Le Maire, ministre de l'économie. C'était il y a 3 semaines. La loi française a été adoptée à l'unanimité par le Parlement français. Et la France est un État souverain. Elle prend souverainement ses décisions fiscales. Nous estimons qu'il y a urgence à mettre en place une juste taxation des activités digitales. Et ce qui a été décidé par le Parlement français sera naturellement mis en œuvre. Alors, c'est mis en œuvre, mais hier soir, on apprenait qu'Amazon décidait de répercuter cette taxe sur les tarifs appliqués aux vendeurs de sa plateforme. On s'interroge, l'arrogance de l'intouchable Amazon ? Là, c'est le jeu du chat et de la souris. Là, on est dans le cynisme le plus complet, et on voit bien que les mesures qui ont été prises par le gouvernement, alors on peut évidemment se réjouir, mais c'est vraiment insuffisant. On voit bien que ça ne fait pas peur aux grands groupes comme ces multinationales du numérique. Je crois qu'il faut continuer d'avancer dans les négociations d'un accord multinational, ce que fait d'ailleurs le gouvernement, pour arriver à une juste taxation des entreprises du numérique qui échappent totalement aujourd'hui à l'impôt qui est nécessaire pour faire fonctionner notre État et nos services publics. C'est de l'optimisation fiscale, comme l'on dit. Non, disons que par principe, je pense qu'il faut se réjouir qu'une première étape ait pu être franchie par le Parlement français, qu'il doit absolument maintenant montrer à tous les autres pays qu'il faut absolument aller dans ce sens-là, parce que sinon, effectivement, ce principe de si on commence et que personne nous suit, forcément, ça ne fonctionnera pas, et Amazon, comme les autres, trouveront des solutions pour faire payer ce que eux doivent normalement à notre pays. Oui. C'est un peu le problème, c'est que par exemple, ils sont en Irlande, donc, et l'Irlande dit moi j'ai un taux de société très bas, donc ils viennent chez moi et ils payent leurs impôts chez moi. C'est d'autant plus quand même difficile, c'est qu'ils s'installent dans le département de l'Essonne, ils s'installent sur Bretigny. Ce qui va être l'avantage, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'emplois qui vont être créés sur le site, mais on se rend bien compte que la première des préoccupations de ces grands groupes, c'est d'abord quand même le nombre de billets de banque qui vont passer dans les coffres. Et des emplois ultra Normalement, les taxations, c'est sur les bénéfices. Comme les bénéfices sont insaisissables, on a décidé de les taxer sur le chiffre d'affaires. Moi, j'ai approuvé cette initiative de monsieur Le Maire. Mais évidemment, la réponse du berger et de la bergère, c'est de dire on va répercuter le coût sur nos fournisseurs, donc finalement sur les clients. Il y a quand même un petit avantage dans cette mesurette qui a été prise, c'est que ça va les rendre un tout petit peu moins compétitifs. Bon, donc ça, il ne faut pas occulter cela. Mais moi, je crois que l'exemple nous est donné par M. Trump, par les États-Unis.
Qu'est-ce qu'il est en train de faire, M. Trump, par exemple? On va en parler si on a le temps. Là. On en parle tout à l'heure. Bon, alors je le réserve pour tout à l'heure. Mais il y a, regardez, les États-Unis, qui sont les premiers à dire, par exemple, que cette taxe était stupide et qu'on allait s'exposer à des mesures de rétorsion. Mais que font-ils à l'égard de leurs propres sociétés qui sont dans ces situations-là? Eh bien, ils leur imposent des milliards de dollars de taxation pour abus de position dominante, par exemple. Et là, on parle de 500 millions. Vous avez raison de parler de... C'est vrai qu'aux États-Unis, les géants du numérique sont un petit peu dans le viseur en ce moment, que ce soit chez les démocrates comme chez les républicains. Et quand vous êtes dans le viseur, là-bas, comme que ce soit au titre de l'abus de position dominante avec la Fair Trade Commission là-bas, ou parce que les États-Unis prétendent vous imposer l'universalité de leurs sanctions, comme l'a appris BNP Paribas. BNP Paribas a été taxé sans que la France dise un mot, sans qu'il y ait une protestation, de 7 milliards d'euros, 9 milliards de dollars. Voilà, c'est autre chose que la taxation de monsieur Le Maire. Il ne faut pas faire du commerce en dollars. Le commerce international, c'est aussi un conflit, c'est aussi donnant-donnant. Il faut savoir se défendre. Or, il faut bien le dire, nos autorités françaises ne protègent pas réellement les intérêts de la France. Qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que je crois que c'est à l'unanimité que ça a été voté, cette taxe. Hein. Tous les groupes ont voté pour, tout le monde est d'accord là-dessus. Ils se fichent de nous? Qu'est-ce que vous dites quoi là? Non, je pense que c'est déjà... je ne sais pas, en tout cas, c'est un signal fort que nous, en tous les cas, nous avons voté sur les GAFA. Il y a aussi avec les droits voisins, tout ce qui est la possibilité de taxer les GAFA pour permettre aux éditeurs français de pouvoir aussi être rémunérés. Je crois qu'on est dans quelque chose qui est vertueux un petit peu, et je ne pense pas que la vertu, ce soit la première des qualités d'Amazon. Donc effectivement, je crois qu'il faut poursuivre, il faut continuer le dialogue, faire en sorte que l'on puisse, en tous les cas, maintenir ces taxes et faire en sorte qu'il n'y ait pas, après, une conséquence trop importante pour les entreprises françaises qui vivent aussi de ce commerce avec Amazon. Oui, parce qu'elles ne sont peut-être pas obligées de répercuter cette hausse décidée par Amazon. Par exemple, dans certains cas, je pense malheureusement aux cigarettiers qui parfois utilisent de ce subterfuge pour justement essayer de compenser. Mais encore une fois, il faut pas. C'est pas la guerre contre Amazon ou contre les GAFA. Les GAFA, qu'ils gagnent de l'argent, c'est parfait. Moi, ça me pose pas de problème particulier. Ce qui m'importe surtout, c'est que ça ne soit pas au détriment des Français. Mais il faut savoir aussi que cette taxe a un avantage, c'est que ces commandes en ligne qui sont utilisées par tout le monde. Le premier, elle pose problème quand même aussi pour nos commerçants, de nos centres-villes qu'on a beaucoup de mal à conserver, justement parce que pour eux, les librairies, c'est l'exemple type, qui eux souffrent mais d'une façon extraordinaire. Donc encore une fois, c'est pas la guerre contre les GAFA, c'est juste le juste équilibre dans la façon dont tout le monde est traité au niveau fiscal. Mais enfin, on a quand même la main vraiment très très pudique et très légère comparée à nos amis américains. Enfin, quelqu'un l'a rappelé sur le plateau, il n'y a pas d'hésitation de la part des États-Unis pour taxer lourdement leurs propres entreprises. Mais dès lors qu'on exerce ce droit sur notre propre sol souverain, évidemment, ça pose problème. Je crois que, au-delà des accords qui sont négociés actuellement, et on peut se réjouir, je le dis, de ce premier pas fait par le gouvernement. D'ailleurs, ça doit vraiment changer beaucoup Bruno Le Maire, parce qu'il n'était pas vraiment dans cette logique et cet état d'esprit, autant que je m'en souvienne, ces dernières années. Ça a un petit peu un coup de canif dans le contrat libéral qu'il a toujours signé. Néanmoins, on va s'en réjouir. C'est insuffisant. C'est insuffisant parce que ces 500 misérables petits millions qui ne vont pas écorner les fortunes colossales qui se font sur le dos des Français. Et puis surtout, je crois que cet accord, il doit avoir un prolongement dans la réécriture des traités européens, parce que c'est là que tout se joue. Ce n'est pas à notre niveau national, mais il faut qu'on puisse mettre des barrières intelligentes, avec des normes sociales, des normes environnementales notamment,
pour se prémunir de la voracité de certains groupes. Là, ça vous voyez, vous parlez comme le Rassemblement national. Pas du tout. J'allais vous dire, vous parlez comme le Rassemblement national. C'est le discours du Parti communiste depuis des années, monsieur. Ne vous émisez pas. Moi, comme si le Parti communiste dit qu'il fait jour à midi, je ne me crois pas obligé de prétendre le contraire. Bon, on parlait de la réaction de Donald Trump, on va l'écouter, parce qu'effectivement, les GAFAM, comme on les appelle, sont dans le viseur aux États-Unis, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains. Mais quand on veut taxer comme Amazon en France, voilà ce que dit Donald Trump. J'ai toujours préféré le vin américain au vin français, même si tout le monde en boit. J'aime bien l'apparence du vin français, mais le vin américain est le meilleur. J'ai une bonne relation avec Emmanuel Macron, mais il n'aurait pas dû faire ça. Voilà, et ça, c'était donc pour cette fameuse taxe. On rajoute que Donald Trump menace de taxer de 10% supplémentaires les produits importés de Chine. Le commerce mondial en ce moment, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou après tout, il y a un bras de fer? Et puis quand il y a des bras de fer, il y a des coups de chaud de temps en temps, et puis tout ça, ça va redescendre un petit peu, non? Avec qui il n'est pas en guerre, Donald Trump? C'est America First, l'Amérique d'abord. Il a quand même beaucoup de mal avec beaucoup de monde, c'est quand même extraordinaire. On se rend bien compte que... mais encore une fois, il a été élu. Moi, je suis très respectueux. Et tout à l'heure, on parlait du vote de la majorité à l'Assemblée nationale. Elle a été élue d'une manière tout ce qu'il y a de plus démocratique. Et c'est la fin du mandat qui permettra de faire un choix peut-être différent. Mais pour le moment, lui aussi est complètement respectable. Pour autant, on se rend bien compte quand même qu'il n'y a pas une seule décision ou pas un seul tweet de Donald Trump qui est fait... un peu comme ça, à la va-vite, en se disant il faut que je fasse mon petit effet personnel, et puis après on revient en arrière. On revient en arrière, mais enfin c'est quand même surprenant. Justement, vous parliez des milliards qui sont demandés aux États-Unis, et que là, ils s'inquiètent de 500 millions. Et à un moment donné, il va falloir qu'il se pose des questions lui aussi sur sa façon de compter si c'est intéressant pour les Américains ou si c'est pas intéressant pour les Américains. Donc c'est pas très raisonnable. Elle va vite ou pas alors ces tweets ou c'est réfléchi? C'est un peu la question souvent. Oui, mais son attitude a le mérite de révéler ce qu'est le commerce international, ce qu'est la politique internationale. Ce n'est pas un monde de bisounours comme le croyaient un certain nombre de libéraux qui pensaient qu'en ayant fixé des règles, voilà, tout le monde allait s'y conformer. Bon, en réalité, nous voyons bien que on nous livre une guerre économique et que cette guerre économique est impitoyable. Et ce n'est pas simplement le fait des États-Unis. Enfin, la façon dont Alstom a été racheté par General Electric, la façon dont on a imposé la banque dont je parlais, faramineuse, équivalente pratiquement à ce qu'on a donné après les manifestations, à la seule BNP Paribas, les menaces qui continuent, l'incapacité dans laquelle se trouvent nos entreprises d'exporter en Iran, malgré les accords que nous avons signés, parce que Washington y a mis son veto. Et là, à propos du contentieux entre la Chine, M. Trump a dit à la Chine, écoutez, je vais vous taxer parce que vous n'avez pas respecté vos accords. C'était quoi les accords? C'était que vous nous achetiez plus de marchandises. Ce qui prouve bien que dans le commerce international, il y a une réalité de troc. Et pas simplement de l'application de règles éthérées dont personne ne contrôle les mécanismes. Quelqu'un qui dit que le vin américain est meilleur que le français, quelque part, il y a une vraie... Non, mais on peut... Il y a et comme on arrive au terme de l'émission, j'aurais quand même vous faire réagir. Ça ne nous échappe pas que Donald Trump est en campagne, de toute façon. Donc aujourd'hui, tout est excessif et c'est quand même sa marque de fabrique. L'excès, c'est sa marque de fabrique. Aujourd'hui, lorsqu'on voit qu'il a fait effectivement cette annonce, c'est qu'il y a un lien direct sur les marchés. New York a baissé de 8%, sur les autres marchés aussi. Donc on est toujours dans la provocation. Maintenant, il est comme ça. Maintenant, c'est un petit peu inquiétant, moi, je trouve, quand même, pour l'équilibre commercial, sur la manière d'organiser les choses et au niveau national et international, parce que c'est un autre interlocuteur aussi. Donc, au-delà, excusez-moi, mais au-delà du côté un peu visible du personnage, je pense vraiment qu'il y a une stratégie qui est une stratégie de fond. Il défend ses intérêts, il défend les intérêts des États-Unis, et on devrait faire la même chose. Non, le débat est fini. Pas évidemment. Attendez, bonjour ces déclarations sur
le climat quand même. Attendez, voilà, Trump, ça fait toujours avec réagir. des règles, Merci, avec les règles merci. évidemment de défense de l'environnement. Merci beaucoup d'avoir commenté cette actualité du 2 août. Allez, à suivre la météo et puis Lucas Zagdela pour le journal.